Le plus important, c'est pas de créer nos enfants à notre image. Le plus important, c'est de leur permettre de trouver leur identité. Bonjour, je m'appelle Laurie. Je travaille principalement aujourd'hui dans tout ce qui est psychologie de l'enfant, résilience de l'enfant dans les traumas et je crée des outils à la fois thérapeutiques et éducatifs pour les enfants et adolescents. Alors, l'origine, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai été séparée de mes enfants. Et du coup, il a fallu que je trouve finalement une ressource ou quelque chose comme ça à créer pour faire porter une voix, ma voix en tant que maman déjà. Et du coup, j'ai commencé à écrire des petites histoires. J'ai toujours écrit, j'ai toujours beaucoup écrit. Et j'ai commencé à écrire des petites histoires et finalement, j'avais vraiment l'intention de vouloir quelque part dans ma position de maman transmettre des choses, des valeurs aussi éducatives à mes enfants pour eux, pour plus tard, tout ce qui est gestion émotionnelle, parce que eux aussi, ils ont vécu quelque chose quand même d'assez difficile. Et il a fallu trouver les ressources nécessaires pour faire en sorte qu'ils grandissent bien et dans un environnement aussi le plus sain possible. C'est une séparation pour moi, je l'ai vécu à l'époque de façon très injuste. Et, euh, ouais, c'était il y a 3 ans. Ok. Ouais. Pour l'œuvre des mondes de San et Dao, il y a également aussi le fait que, en fait, pour pouvoir moi-même accompagner mes enfants, du coup, c'est là, à partir de là, que j'ai commencé à me former en différents types de thérapies, également en psychologie de l'enfant, en résilience de l'enfant dans les traumas. Et c'est vraiment du coup ces compétences-là qui ont fait que, en fait, c'est deux côtés. Il y a vraiment mon côté de maman, simplement maman, et d'un autre côté, finalement, le côté de femme très engagée et qui a envie d'avoir le plus d'outils possible et les outils nécessaires à transmettre. Alors au départ, c'était parti effectivement à l'origine pour mes enfants, et en fait, ça s'est développé à une vitesse que j'avais pas prévue parce que je m'étais pas destinée à à prendre cette voie-là, parce que moi je suis issue d'une filière de communication et marketing à la base. Oui, en effet, ouais. Ouais. Pas- C'est pas très Pas commun. pareil. C'est pas pareil. Mhm. Et en fait, donc c'est vraiment à la fin que j'ai commencé à faire tout ce qui est psychologie de l'enfant. Et au début, je m'étais formée en différents types de thérapies, dont la principale qui sont les thérapies quantiques. Je suis pas sûre qu'on va rentrer dans le sujet, si. D'accord. Au moins, petite définition. Le principe de la thérapie quantique, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est impactée par un traumatisme, c'est quelque chose qui va venir s'implanter, qui va venir s'imprimer dans le corps, mais pas seulement dans le corps, on parle aussi dans le corps énergétique. Et ce traumatisme, en fait, il va venir, il va grandir, il va s'imprimer, il va s'installer, et il va se transformer. Et en fait, le but de la thérapie quantique, au-delà de tout ce qui est développement personnel, parce que je suis aussi formée en développement personnel, ça va être en fait de reprogrammer l'impact du traumatisme, l'impact du souvenir, pour que le traumatisme soit différent. Donc voilà ce qui m'a amené à créer les mondes de San et Dao. Et d'ailleurs, San et Dao, c'est le deuxième prénom de mes enfants. Et voilà, donc ça a été une part l'expérience de maman, l'expérience personnelle, mon vécu, et d'autre part, toutes mes formations en psychologie. Quand mes enfants sont partis, c'est vrai que la séparation a été extrêmement brutale de façon, pas au sens littéral, hein, Oui. mais ça a été effectivement très brutal, autant pour mes enfants que pour moi. Moi, mon monde s'est effondré à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup de recul aujourd'hui par rapport à la situation et je la vois pas comme j'ai pu la voir des années en arrière. Mais il a fallu, en fait, l'écriture, moi, étant donné que j'ai toujours écrit, c'était un petit peu un exutoire quelque part. Et ça a été vraiment une bouée de sauvetage. Pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage. L'écriture a toujours été ma bouée de sauvetage. J'ai toujours tenu des journaux, j'ai toujours écrit des choses. Et en fait, au départ de mes enfants, il y avait une espèce de dissonance. J'arrivais pas à percevoir, en fait, certaines choses. Et donc, j'ai écrit mon premier roman. Parce que là, on parle effectivement des mondes de San et Dao, mais il n'y a pas que ça derrière. Et j'ai écrit mon premier roman qui, au début, en fait, je l'ai écrit comme outil thérapeutique. Ok.
Donc pour expliquer, c'est vraiment pas par pas qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années. Depuis 2013, c'est l'année où je suis partie vivre à La Réunion. Qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment, effectivement, il y a un truc que j'ai pas perçu. Il y a un truc sur lequel j'ai pas réussi à mettre le doigt. Et en fait, donc voilà, j'ai écrit cette première autobiographie en quelque sorte qui s'est transformée en roman au moment où j'avais plus besoin de m'identifier à ça. Et puis j'ai continué. Je me suis dit non, mais maintenant, il va falloir que j'écrive aussi pour mes enfants. Parce que, étant donné que nos échanges sont assez compliqués et que je peux pas appeler comme je le voudrais, le premier livre pour enfants que j'ai publié, c'était Maman n'est pas là, pour expliquer de façon très factuelle et à la fois très authentique, sans pour autant être d'être dans des ressentiments. C'était pas du tout le but de ce livre, mais expliquer, avoir quelque chose, un support pour mes enfants, pour leur expliquer un jour pourquoi ils vivaient, parce que c'est vrai qu'au bout d'un an, ils savaient toujours pas pourquoi ils vivaient là-bas. J'avais pas eu l'occasion de leur parler comme j'aurais souhaité. Non, alors je l'ai fait sans objectif d'avenir. D'accord. C'est-à-dire, ça a jamais été une carrière pour moi. Et en fait, je me suis retrouvée propulsée à écrire des histoires, parce que je les illustre aussi, mes histoires, mes cartes, je les illustre. Et en fait, ça a pris un espèce de... Ça n'a pas pris un tournant. Non, j'allais dire ça a pris un tournant, mais c'est pas le cas. J'ai suivi le courant, je dirais, et ça s'est fait hyper naturellement. D'accord. Ça n'a jamais été un objectif de carrière, comme je le disais. Par contre, effectivement, déjà depuis 2022, je proposais des séances dans différents types d'accompagnement, développement personnel, etc. Je ne m'étais pas imaginé travailler dans le milieu des enfants. Après, c'est vrai que ça reste, je veux dire, l'univers que j'ai créé est quand même très agréable. C'est-à-dire que je m'y retrouve pleinement, je veux dire, dans mes histoires, etc., dans mes illustrations. Mes illustrations, c'est quelque chose de très enfantin, mine de rien. Et alors non, c'était pas du tout prévu. Je me suis pas dit, bon, on va partir de ce point-là, on va créer quelque chose comme ça, et puis ici, et puis dans 2 ans, et puis dans 3 ans. Pas du tout. Ok. Et même aujourd'hui, en fait, je me dis, j'ai toujours le même discours, en fait. En plus, je dis pas que je suis autrice. Je dis, j'écris des histoires et je dessine des histoires, ou alors je crée des cartes. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que ça a été une bouée de sauvetage. Moi, l'écriture, c'est une bouée de sauvetage. J'écris tous les jours, j'illustre tous les jours. Et quand je parle de survie, c'est parce que au moment où mes enfants sont partis, il a fallu que je me rattache aussi à quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis d'avancer. C'est ça qui m'a permis de me reconstruire petit à petit et de me permettre aussi d'avoir une voix aussi, de pouvoir dire ce que j'avais à dire, de pouvoir poser sur papier et transmettre ce que j'avais à transmettre. Ça a été un travail thérapeutique parce que ça m'a permis aussi de comprendre certains schémas qui ont pu m'arriver, comment ça se fait, comment j'ai pu être plongée dans une situation comme ça, etc., etc. Et effectivement, après, quand je parle d'actes de survie, c'est aussi pour mes enfants. Je veux dire, aujourd'hui j'écris, mais c'était avant tout pour pouvoir rester debout, pour pouvoir continuer d'avancer. Quand je parle d'actes de résistance, c'est vraiment de façon... on parle de transmutation en thérapie, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui a été très compliqué, qui a provoqué une douleur très importante, et finalement j'ai réussi à la transformer en quelque chose quand même de très positif. Puisqu'aujourd'hui, ce que je fais a un impact quand même sur les familles, et je suis d'ailleurs très ravie de la tournure que les choses ont prise. Mais ouais, voilà. C'est un événement que j'ai réussi à utiliser en quelque chose, à transformer en quelque chose d'hyper positif. Ok. Ma grand-mère et mon grand-père était faisait partie de l'armée française. Il était haut fonctionnaire des eaux et des forêts, pardon. D'accord. Il a rencontré ma grand-mère au Vietnam. Ils y sont restés pendant 30 ans. Et c'est dans les années 54
que ma grand-mère est partie avec mon grand-père en France, mais elle y a été forcée. Donc il y a eu vraiment une grande résilience derrière. Puis il y a eu, ouais, ça a été très très difficile pour ma grand-mère. Et elle disait, donc c'est ma mère qui me racontait ça, si tu veux partir, tu pars, tu prends la moitié des enfants, moi je reste ici avec l'autre moitié. C'était une femme très très forte. Okay. C'était pas quelqu'un de très démonstratif dans mon souvenir. C'est pas quelqu'un qui va dire ouvertement je t'aime, des choses comme ça. Mais par contre, elle va le montrer dans les gestes du quotidien, dans la cuisine, dans l'écoute. C'était pas une écoute attentive qu'elle avait. Enfin, quand je parle d'écoute attentive, c'est-à-dire elle écoutait absolument tout ce qui pouvait se dire, mais toujours je fais comme si j'entends pas. Et c'est vrai que pour ça, c'était quelque chose, ma grand-mère. Et ma mère, à l'inverse, donc elle m'a effectivement, elle a continué, nous a donné la même chose, mais en plus de ça, elle m'a donné les mots. J'ai beaucoup de facilité à l'écrit. J'ai une très très grande facilité à l'écrit parce que c'est vrai qu'à l'oral, on se perd parfois. Mais c'est vrai que dans les mots, ma mère m'a donné les mots, m'a donné l'écoute. Elle m'a transmis aussi l'intuition, le soin. Ma mère, elle est retraitée depuis peu et elle a fait une carrière d'infirmière libérale. Elle était à la fin aussi, elle est aussi dans l'énergétique, tout ce qui est Reiki, elle est maître Reiki, etc. Donc, Reiki ? Maître Reiki. Maître Reiki, c'est dans l'énergétique aussi. Okay. C'est tout ce qui est un peu magnétisme, on peut parler. Ouais. Voilà. Ouais, et cette écoute, elle nous a toujours beaucoup écoutés et elle nous a toujours beaucoup guidés. Ma mère, c'est vraiment quelqu'un, c'est un pilier dans ma vie, ma mère. Ça a toujours été le cas. Et c'est vrai qu'elle nous a toujours invités sur certaines directions, mais sans jamais nous les imposer. Et c'est comme ça aussi que je fais avec mes enfants aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais inviter, je vais proposer. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Peut-être que tu pourrais penser que y a peut-être autre chose de ce côté-là. Voilà, ça c'est vraiment la façon dont ma mère a pu faire avec nous. Et après, au-delà de ça, c'est aussi très présent dans ma culture. Parce que ma mère a beaucoup de frères et sœurs. Et du coup, c'est vrai que je me sens très alignée ici. Je me sens très apaisée au Vietnam et j'ai vraiment cette sensation d'être chez moi, complètement. Il y a le projet d'y rester encore longtemps ? J'ai pas le projet de partir, en tout cas. Ma vie, mais je le savais en fait, à partir du moment où je suis arrivée ici, il y a quelque chose qui s'est fait et puis voilà, et du coup, finalement, ce bien-être me permet quand même de faire des choses à la hauteur de ce que je peux attendre. Okay. La vision que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir créer des outils pour permettre l'éveil émotionnel, pour pouvoir pouvoir apporter des outils en gestion émotionnelle pour les enfants. Mais en fait, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les parents, parce que les parents, nous aussi, je veux dire en tant que parents, on rentre après une journée de travail, on est fatigué, il faut aussi s'occuper des enfants, s'occuper des repas, et en plus, on nous demande de rester émotionnellement disponible, c'est hyper compliqué. Ouais. Et donc ma vision, c'est vraiment de pouvoir créer une reconnexion, créer des ponts, créer une reconnexion entre le parent, entre son enfant, mais sur des moments qui sont privilégiés. On ne peut pas être émotionnellement disponible tout au long d'une journée pour son enfant. On le sait, on a une charge mentale qui est quand même considérable avec le travail, les obligations, les choses qu'il va falloir payer, les choses qu'il faut organiser, il faut l'amener au sport, il faut récupérer à l'école. Et ça, c'est le quotidien de tout parent. Et donc voilà, recréer des moments de connexion privilégiés, mais également transmettre des outils aux enfants, aux parents. Et le but, comme je dis, c'est pas parce que j'ai des formations en psychologie de l'enfant que j'ai une science exacte de ce que je suis en train de dire. Le plus important, c'est une fois que moi j'ai transmis tout ça, je veux pas que les parents fassent ce que j'ai fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils, avec les outils, les informations que j'ai pu transmettre, qu'ils créent aussi leur propre mode de fonctionnement. Ça, c'est le but. Okay. Voilà. Et donc, tout ce qui est éveil émotionnel, tout ce qui est gestion émotionnelle. Alors ouais, il y a des retours. Les retours, ils sont hyper positifs. C'est pour ça que je dis que je pensais pas que ça aurait un impact aussi important. Aujourd'hui, j'ai commencé par créer pour mes enfants. Et puis quand j'ai vu qu'effectivement, il y avait des choses hyper semblables pour le reste des familles, parce que moi, j'ai vécu la séparation
d'une manière, enfin, de la manière dont je l'ai exposée, mais la séparation, elle est aussi vécue par un enfant pour une journée à l'école. C'est pareil. Les premiers jours d'école, ça reste une séparation qui peut être plus ou moins bien gérée par un enfant. Ça aussi, c'est une séparation. Des parents séparés. Un parent qui doit partir sur une conférence d'affaires à Hanoï, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et voilà, et ça permet aussi de... ouais, ce que je veux, c'est recréer du lien. Mais du lien qui a du sens. Quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui est concret. Et pouvoir aussi, enfin, permettre aussi aux parents d'apporter les mots justes. Après, il n'y a pas forcément besoin de toujours avoir les mots. Il y a des fois, un silence et une écoute, c'est largement suffisant pour pouvoir réconforter ou permettre à l'enfant de se sentir en sécurité. Actuellement, les livres ils sont disponibles ici en vente directe pour l'instant. La semaine prochaine, donc ils seront disponibles à l'hôpital, au AV Hospital. Ok. Voilà. Tous mes livres et mes jeux, mon jeu de cartes, ils sont disponibles en 3 langues. Il y a la version anglaise, la version française et la version vietnamienne. Ok. Et là, prochainement, ils seront en ligne aussi pour Vietnam, Asie du Sud-Est pour l'instant. Je commence à avoir des propositions pour exporter en France et développer ça en France. Alors, c'est assez important. Je veux pour l'instant me concentrer sur le Vietnam et l'Asie que je maîtrise assez pour pouvoir après effectivement importer dans des plus grandes enseignes. C'est surtout mes cartes. Et lorsque le jeu est rentré dans sa phase test, il s'est fait naturellement. Ça a été une prise en main qui était très naturelle auprès des parents, très naturelle auprès des enfants, même les ados m'en ont commandé. Et aujourd'hui, les professeurs, c'est plutôt... donc ils me disaient qu'ils vont tirer la carte du jour, la carte de la semaine, on va travailler dessus, et après on fait le bilan à la fin de la semaine. Ok. Donc il y a l'illustration au début, et à la fin, en fait, derrière, du coup, ça c'est les formations qui parlent, j'explique ce qu'il s'agit, j'explique comment l'émotion se crée, ce qui se passe dans le corps de l'enfant aussi, ce qui se passe tout autour, voilà. Okay. Et finalement, j'ai rajouté aussi un petit paragraphe pour aller jusqu'au bout. Okay. Voilà, comment on fait maintenant pour gérer ça. Ok, il y a ça. Par exemple, parfois je ressens de la colère. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la colère? Donc, il y a le petit texte explicatif. Et également, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'être en colère pour un enfant, valider la colère, c'est pas lui dire oui, oui, tu peux taper sur tout ce que tu veux, pas de problème, vas-y, soulage-toi, ça va te faire. Non, non, non. C'est pas. Il y a aussi une bonne méthode. Et donc là, du coup, c'est beaucoup par visualisation. Je pense qu'un enfant qui se sent en sécurité, qui se sent écouté, on est déjà en train de lui transmettre finalement tout ce dont il a besoin pour lui, dans sa vie d'adulte, qu'il puisse poser des limites, mais aussi respecter donc ses propres limites, mais aussi respecter les limites des autres, tout comme accueillir ses propres émotions et respecter les émotions des autres. Et je pense que à partir du moment où on transmet ces choses-là, ça fait quand même des adultes émotionnellement plus stables dans leur propre vie et aussi au niveau des autres. Mais bien sûr, je pense qu'il est tout à fait primordial de parler des émotions très petits. Okay. Voilà. À partir du moment où l'enfant, en fait, il se sent en sécurité, il est déjà en train de se développer dans un environnement sain. Et pour pouvoir se développer en sécurité, il a des choses à dire. Et c'est pas, en fait, être autoritaire, ça n'a jamais servi. Je parle pas de la méthode Montessori. J'ai l'impression que ça a été fait à la sauce de tout le monde et que c'est devenu un peu parfois n'importe quoi. Et je me dis, bon, ok. Et là, en l'occurrence, ouais. À partir du moment où on crée un environnement sécurisé pour l'enfant, qu'on lui dit pas, oh, c'est pas grave, allez, tu feras ça demain. Mais non, t'as perdu ça, on rachètera. Non, non, non. Lorsqu'on accorde de l'importance à l'émotion de l'enfant, il est en train déjà de rentrer dans un processus de validation. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ses émotions, je veux dire, elles ont le droit d'exister. Les émotions de l'enfant, elles sont telles qu'elles sont, on a tous le droit. D'ailleurs, j'ai une carte qui dit mes émotions, elles sont justes, mais les émotions des autres aussi, elles sont justes.
C'est pas parce que on les comprend pas ou que pour nous elles sont peut-être démesurées qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Et si on permet à l'enfant d'exister aussi à travers ses émotions, on lui permet aussi de les traverser. Donc la présence invisible, eh ben, en fait, moi j'ai été quelque part, j'ai été écartée dans mon rôle de mère. Je me suis sentie à 3 ans comme ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, il va falloir... je peux pas ne pas continuer à être maman parce que c'est inscrit dans mes gènes. C'est qui je suis aussi. Je suis pas que ça, mais c'est qui je suis. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et du coup, apprendre en fait à aimer différemment. C'est pour ça que je parle de présence invisible. C'est parce que je suis peut-être pas près de mes enfants, mais en fait je leur ai transmis et j'ai appris moi-même que en fait l'amour, même à des milliers de kilomètres, c'est exactement la même chose, quoi. Ça change pas. Le manque, il se travaille, mais l'amour, ça diminue pas. L'amour ne devient pas moins. Donc quand je parle de présence invisible, c'est je suis là même si je suis pas là. C'est un terme en psychologie de manière générale ou c'est toi qui l'as... Non, c'est moi qui parle. Ça peut être un terme psychologique, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est moi qui parle de présence invisible, d'amour invisible. C'est là même. J'en parle beaucoup dans mes histoires. Je dis, c'est pas parce que tu vois pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est pas parce que maman n'est pas là que maman n'existe pas. C'est pas parce que tu vois pas l'amour de maman que l'amour de maman n'est pas près de toi. Mais je parle, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Il a fallu que vraiment que je trouve un autre moyen. Un autre moyen de montrer à mes enfants que je les aime. Et un autre moyen aussi, moi, de me sentir maman. Donc, c'est comme ça que je le fais. Okay. Alors, comme je disais, de base, alors, il est très loin de ce que j'avais imaginé, mais il a été vraiment développé pour offrir un espace de sécurité. Un espace pour offrir un cocon un petit peu à l'enfant, mais également aussi aux parents. En fait, je pense pas qu'il faut dissocier la gestion émotionnelle d'un parent ou la gestion émotionnelle d'un enfant. Et je pense qu'on peut arriver à faire ça si les deux travaillent ensemble. Okay. C'est pour ça que je dis toujours, et si on grandissait ensemble? On n'arrête pas de grandir. Et nous aussi, en tant que parents, on grandit. Hein. C'est pas quelque chose d'inné, la parentalité. Hein. Et du coup, je voulais vraiment un outil qui soit ludique. Je voulais un outil qui soit thérapeutique. Et je voulais un outil qui soit éducatif. Et du coup, il a été développé après par mes formations en psychologie de l'enfant et en résilience de l'enfant dans les traumas, principalement. Donc j'explique avec des mots qui sont très justes, mais qui ne sont pas infantilisants non plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'émotion est en train de faire? Je ne parle pas que d'émotion non plus, parce que je vois la carte, il y a écrit « je pense par moi-même ». Donc là, effectivement, je pense par moi-même. Au dos, j'ai écrit que tes idées, elles comptent aussi. Elles ont le droit d'exister et tu as le droit aussi de les dire. C'est pas que des émotions. Il y a les émotions, effectivement, c'est la catégorie principale. Mais il y a également se relier à soi, se relier aux autres, se relier à ses ressources intérieures, etc. etc. Donc c'est très global et à la fois très précis. Aujourd'hui, moi, je suis en train de développer du coup des petits kits, des choses comme ça, des ateliers pour les parents, mais aussi pour les professionnels. Du coup, là, en l'occurrence, ce que j'aimerais, en fait, là, on est dans une situation où on est en train de séparer le soin de l'éducation, de la création. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que tout soit ensemble. Proposer des petites formations très courtes, des mini-formations pour au moins, par exemple, les professeurs. Ça peut être les parents aussi, mais les professeurs. Parce que c'est vrai que les profs manquent, et les thérapeutes aussi manquent d'outils beaux, accessibles. Et voilà, et créer du coup, là par exemple, on m'a proposé d'intervenir dans différentes associations pour des conférences sur les enfants, développement de l'enfant, etc. Et voilà, donc créer aussi des ateliers, si on peut, on va voir un petit peu comment ça se passe.
Je suis pas trop quelqu'un qui va me projeter. Je pense que du coup, je l'ai bien expliqué. Oui. On va voir comment les choses se passent, mais déjà dès la rentrée, il va y avoir pas mal de choses à faire. Ok. Mais voilà, principalement, tant que j'arrive à transmettre ce que j'aimerais transmettre, que je permets aux autres de faire leur propre méthode, c'est la chose qui compte. Et que les enfants, finalement, grandissent mieux. Alors oui, il y a le prochain livre qui est quasiment fini. Il me manque une illustration ou deux. Si je garde pas, je sais pas. Bon. Il est déjà prêt. C'est Maman et l'abri de lumière. Donc ça parle. C'est un livre que du coup qui a été comme dans mes livres. Mes livres sont assez spirituels, mais pas trop. Pour pas perdre l'enfant non plus dans des concepts qui sont trop abstraits. Et donc Maman et l'abri de lumière, c'est un petit peu plus spirituel. Et c'est vraiment comment retrouver en fait un espace de calme, parce qu'un enfant, mine de rien, il peut parfois sentir que le monde est trop grand. Voilà, c'est cette idée de ok, on va essayer de recentrer un petit peu tout ça et d'apaiser un petit peu toutes ces émotions qui sont parfois en ébullition. Et donc du coup, le prochain livre est presque terminé. La nouvelle histoire, j'ai à peu près une quinzaine d'histoires qui sont déjà écrites, donc je sélectionne parfois aucune. Et là, ce que j'aimerais aussi faire, en tout cas au niveau de mes livres, ça va être aussi d'entamer peut-être je suis encore dans l'hésitation, je pense que ça peut se concrétiser après la sortie du 4e, mais des livres comme en fait des thèmes un peu plus vifs, la colère, la peur, la tristesse, parce que c'est des choses qui sont très courantes chez les enfants. Et voilà. Et après, pour mon jeu de cartes, il y a un autre jeu qui est en préparation, également pour les adolescents. Je suis en train de mettre tout ça en place. Et en fait, autant les livres, ça plaît, les livres plaisent, mais les cartes, il y a eu un engouement un peu. Donc, j'ai décidé de garder ce support-là. Ok. Ouais. Ça marche. Je suis très contente. Et après, on va continuer à développer. Faire des systèmes d'ateliers mais à plusieurs pour les enfants, etc. Je veux dire, on fait des cours de dessin, on fait des cours de musique, pourquoi on ne fait pas des cours sur l'intelligence émotionnelle ou le développement émotionnel? Par exemple, on a la carte Mon monde est plus beau quand je suis moi-même. Et ce que j'ai voulu effectivement transmettre à l'enfant, c'est que le plus important, c'est pas de créer nos enfants à notre image. Le plus important, c'est de leur permettre de trouver leur identité. Et en fait, il ne faut pas qu'ils fassent ça parce que papa ou maman a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux, ce qui c'est pas vrai. Mais là, pour le coup, voilà, j'explique que tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Quand tu restes toi-même, avec tes propres idées, avec ton cœur et ta propre manière d'être, tu rends le monde plus vivant, plus vrai et plus beau. Et en petite méditation et visualisation en quelque sorte, j'écris ferme les yeux et imagine que chaque partie de toi est une couleur. En étant toi-même, tu fais briller toutes les couleurs de ton monde. Voilà. Comme j'ai dit, c'est retrouver, c'est permettre à l'enfant de découvrir qui il est. Et celle-là aussi, donc je suis une belle personne à l'intérieur. La beauté n'est pas ce que l'on voit, c'est la gentillesse, les idées, les rêves et l'amour que tu portes en toi. Tu as une lumière à l'intérieur et elle brille même quand tu ne la remarques pas. Ferme les yeux et imagine cette lumière douce dans ton cœur, elle est à toi et elle fait de toi quelqu'un de beau. Il y en a une aussi où je dis c'est pas parce que tu dis non que tu es quelqu'un de méchant. C'est pareil en fait. Donc là par exemple, j'ai le droit de dire non. Donc dire non, c'est pas être méchant, c'est prendre soin de soi. Ton corps, ton cœur et tes idées comptent. Tu peux dire non quand quelque chose ne te convient pas. C'est un droit et c'est aussi du courage. Donc pose ta main sur ton cœur et dis doucement, je peux dire non et je reste une belle personne.